Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, direction le phare Amédée, là où il fait toujours plus beau paraît-il. Mais ce n'est pas pour profiter de l'îlot ni de cette transat. Vous me suivez? Bonjour mademoiselle. Tenez. Nous sommes ici au phare Amédée car nous avons rendez-vous avec l'ONG Pew pour comprendre qui ils sont, connaître leurs actions, comprendre aussi davantage quelles sont ces fameuses réserves XXL et aussi répondre à quelques sujets qui ont pu faire polémique ces derniers temps. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Aline et Sophie qui sont en plein tournage. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Céline Elmy, capitaine du Marie-Day 7. Donc Céline, quelle est l'importance pour vous et dans votre métier d'avoir un océan en bonne santé? Mesdames, pardon de vous couper, vous êtes en plein travail. On va dire que vous referez la prise, Oui. mais en fait on vient vous voir vraiment au nom de Pew. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là actuellement? Donc on fait une interview de Céline pour un projet de campagne digitale qui vise à mobiliser les entreprises qui travaillent en contact direct avec l'océan et donc qui ont besoin d'un océan en bonne santé. Donc on voit avec eux qu'est-ce qu'ils font pour contribuer à la préservation de l'environnement marin et quelles seraient les solutions à mettre en œuvre selon eux pour une meilleure protection de ces zones. Du coup, c'est un engagement sérieux, c'est pas uniquement pour la caméra, comment ça se passe? Oui, c'est un engagement sérieux qui a commencé il y a quelques années. Ça se fait petit à petit pour qu'il y ait vraiment un taux de réussite et de compréhension au niveau de notre équipage et aussi au niveau des passagers. Donc ça se fait vraiment sur du long terme. C'est compliqué à mettre en place, tout le monde joue le jeu, comment? Non, nous ça va en fait, tout le monde joue le jeu et puis parce que si il faut que tout le monde s'y mette. Donc, voilà. On vous laisse continuer, mesdames, et puis à plus tard. Oui, à plus tard. Nous, on a rendez-vous avec Christophe Chevillon pour Ok. répondre à certaines de nos questions. Ok. À plus tard. Bonne continuation. Christophe Chevillon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans un décor naturel plutôt sympa. Alors on est venu vous voir justement, vous êtes directeur de l'ONG Pew. On aimerait savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites et depuis quand. Alors nous sommes installés ici en Nouvelle-Calédonie depuis 5 ans. Pew est une organisation non gouvernementale dont le siège est basé aux États-Unis, mais qui a la particularité d'être multithématique. C'est-à-dire que Pew travaille pas seulement sur l'environnement et l'environnement marin, ce qu'on fait nous ici en Nouvelle-Calédonie, mais travaille sur l'éducation, la santé, le social. Il y a une université Pew, il y a un centre de recherche Pew, il y a des boursiers de Pew. Et donc vraiment travaille un peu dans tous les domaines. Le département environnement de Pew travaille pour la partie terrestre essentiellement sur les grands parcs nationaux américains, la forêt boréale canadienne et le bush australien. Et puis on arrive au département environnement marin, qui lui comprend une dizaine de programmes, notamment la lutte contre la pêche illégale et la surpêche, la protection des thons, la protection des requins, la protection des mammifères marins, la protection des manchots et des mers antarctiques, un programme très récent sur le plastique et l'océan, un programme sur la réglementation des hautes mers, vous savez, ces eaux internationales, qui sont le lieu de pillage sans vergogne parce que non réglementées vu qu'elles n'appartiennent à personne. Et donc il y a des groupes internationaux qui essayent de pouvoir instaurer une réglementation sur ces eaux internationales. Et alors, pardon, je vous coupe, mais au travers de votre équipe ici en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous faites? Et donc j'arrive au dernier programme qui est celui qu'on conduit en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Pew Bertarelli Ocean Legacy, parce que sur ce programme particulier de l'environnement marin, on reçoit le soutien à 50% de la fondation suisse de Donna Bertarelli. Et ce programme, il a pour vocation à protéger l'océan, notamment à travers la création de vastes réserves marines de dernière génération, c'est-à-dire grandes et hautement protégées. Donc venons-en, on vient à parler de ces fameuses réserves XXL.
Vous êtes un peu ambassadeur de ces réserves. Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors d'abord, les réserves marines XXL, c'est en fait la déclinaison calédonienne du Pew Bertarelli Ocean Legacy, parce que ce programme, il est conduit sur une dizaine de sites à travers la planète. Donc c'est la version calédonienne. Mais c'est plus que ça, c'est un collectif citoyen participatif. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on travaille, tous les gens avec qui on fait des projets, tous les gens qui nous soutiennent dans notre démarche font partie de J'aime les réserves marines XXL. Et voilà, c'est juste la déclinaison calédonienne de l'héritage des océans de Pew Bertarelli. Concrètement, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu la différence entre ces fameuses aires marines, les réserves naturelles, le parc naturel de la mer de Corail, et vous, les réserves XXL qui entrez, j'imagine, aussi dans, dans tout ce groupe? Oui, c'est juste une des catégories de réserves, enfin, qui se distingue surtout par la taille. En fait, une aire marine protégée, c'est le terme un peu général ou générique lorsqu'il y a un espace protégé dans l'océan. À l'intérieur de ces catégories, on a plusieurs catégories. Il y en a 6 qui sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui vont donc de 6 à 1, 1 étant le niveau le plus élevé. C'est une réserve intégrale dans laquelle on ne peut même pas pénétrer, c'est un véritable sanctuaire. La deuxième catégorie la plus élevée, c'est la réserve naturelle. La réserve naturelle, c'est une réserve dans laquelle vous pouvez entrer, vous pouvez mener tout un tas d'activités qui peuvent être des activités d'observation, de sport, de plongée, des activités nautiques, mais vous ne pouvez pas avoir d'activité extractive. On ne touche à rien de ce qui est minéral, animal ou végétal. D'accord ? Et puis après, il y a toute une autre série et on arrive au parc qui, lui, le parc, en fait, est une espèce d'enveloppe qui regroupe plusieurs types d'aires marines protégées différentes à l'intérieur. Mais le parc, c'est la catégorie 6, c'est-à-dire c'est la catégorie la moins protégée de toutes ces aires marines protégées. C'est une catégorie dans laquelle pratiquement tout est permis, y compris une activité industrielle et extractive. Donc ces réserves marines XXL, c'est dans le parc qu'elles viennent s'intégrer. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? La réserve marine XXL, en fait, nous, on porte un projet de réserve naturelle, mais qui a cette particularité d'être vaste. Hein. Le hautement protégé, c'est le statut de réserve naturelle, et XXL parce que vaste réserve, on parle de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc justement, on est actuellement à 2% de mise en réserve dans la ZEE, c'est ça, sur les fameux 1,3 million de kilomètres carrés. Tout ça à fait. représente combien à peu près? C'est 28 000 kilomètres carrés de réserve naturelle et intégrale qui concerne essentiellement tous les récifs éloignés du parc de la Nouvelle-Calédonie en général. Chesterfield, voilà, Chesterfield, Bellona, les récifs d'Entrecasteaux, l'Astrolabe et Petrie. Donc une partie des récifs et des îlots ont été mis en réserve intégrale. Une bonne partie de Chesterfield a été mis aussi en réserve intégrale, quasiment les 9/10. Et tout le reste est en réserve naturelle renforcée pour le cas spécifique de la Calédonie, puisqu'il faut une autorisation du gouvernement pour y entrer. Alors que normalement, une réserve naturelle, l'accès est libre, sous réserve qu'il n'y ait pas d'activité extractive. Et du coup, on est actuellement, je reviens sur ces 2%, c'est 27-28 000 km² à peu près. Sur 1 300 000. L'objectif dont vous êtes investi aussi, c'est d'arriver à 30%. Tout à ça fait, oui. Donc comment vous allez vous y prendre? Eh ben, ça fait partie comment dire, du projet d'installation d'une grande réserve. C'est sûr que si vous faites des toutes petites réserves à coût de milliers de kilomètres carrés, on n'est pas prêt d'arriver à 30% de 1 300 000 km². 1 300 000 km², c'est immense, hein, c'est 2 fois la France, c'est 54 fois, je crois, la Grande Terre. Et donc c'est un des plus grands parcs au monde. C'est le 2e ou le 3e en termes de superficie. Et donc évidemment, si on veut en protéger 30%, ce n'est pas en faisant des petites réserves comme on fait dans le lagon, par exemple, qu'on pourra y arriver. Donc c'est aussi un des objectifs. Ce n'est pas le seul, on va y revenir. Mais il y a aussi effectivement un objectif à atteindre de 30%, et pour ça, il faut faire grand. Christophe, je voudrais revenir aussi sur un fait qui a marqué un peu l'actualité ces derniers temps. Cette fameuse histoire de croisière de luxe, justement dans des réserves dites un peu exclusives. Je pense c'est notamment au Chesterfield. On va parler du Ponant. Donc vous êtes là pour mettre en place, faire en sorte que ces réserves existent, et en même temps vous étiez partisan, partie prenante pour la venue de ce genre de croisière de luxe. C'est pas un peu paradoxal? Alors, je veux dire, c'est pas le côté luxe qui nous plaît là-dedans, c'est le côté croisière-expédition avec guide naturaliste et des gens qui sont passionnés de nature sauvage. Et donc, si vous voulez, il est vrai aussi que quand on porte ces projets de réserve, on porte avec un message qui est de dire la conservation et le fait de maintenir chez soi des milieux en bon état de santé et
magnifique en fait, va permettre aussi de développer des activités économiques alternatives, plus vertueuses, moins impactantes pour l'environnement que des activités extractives. D'accord ? Et donc, effectivement, le type de croisière du Ponant, qui sont des croisières expéditions avec des petits bateaux, avec des groupes qui descendent à terre, mais vraiment en nombre très limité, avec un encadrement très sévère de la part des guides naturalistes qui sont à bord et qui connaissent parfaitement la faune, la flore, les écosystèmes, ça nous paraissait effectivement quelque chose, en tout cas de préférable à la croisière de masse sur des paquebots qui font 3, 6, 7 000 personnes aujourd'hui et plusieurs centaines de mètres de long. Donc on n'est pas du tout dans le même type d'activité et effectivement, nous, on considère que ce type d'activité, c'est vraiment de l'écotourisme. Ok, très bien. Christophe, ça va faire hurler. on continue. Du coup, justement, en termes d'action, de communication, vous êtes quand même bien présent, hein, on vous voit un peu partout. Et là, notamment aujourd'hui avec le phare Amédée, on a vu Aline et Sophie en plein exercice de campagne digitale. Donc elles sont en train de réaliser des petits films. Parmi d'autres rendez-vous importants dans l'année, il y a la Journée mondiale des océans qui a lieu tous les 8 juin depuis 1992, où justement l'objectif est de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des ressources et des océans et de leurs ressources. Je vous propose qu'on regarde un petit sujet parce qu'on y était et on se retrouve après. Très bien. Aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale des océans. Donc, elle est célébrée dans le monde le 8 juin et ici, on l'a faite à l'île aux Canards. Donc, c'est l'ONG et la fondation, donc l'ONG Pew et la fondation Bertarelli qui célèbrent ici cette journée en conviant les partenaires environnementaux à célébrer cette journée en sensibilisant le grand public sur la nécessité de protéger l'océan. Alors aujourd'hui, on fait passer le message qu'on participe puisque c'est fini, halte à tout ce qui est plastique. Du coup, on fait du tressage. Vous avez ce tressage-là qu'on utilise pour mettre nos ingrédients aujourd'hui. Ce sont des plats faits en feuilles de cocotier. Et vous avez ici, on ne veut plus de nattes. Voilà, vous pouvez filmer les nattes où les personnes sont assises. Ça, c'est la natte mélanésienne qu'on met à l'honneur dans nos ateliers parce qu'on ne veut plus de nattes faites en plastique. Voilà. Et partout, vous allez voir, on a emmené nos sacs, nos cartons, voilà, des paniers tressés pour mettre tout ça. On dit stop à tout ça. Et comme voilà, c'est le jour du lagon, donc on met à l'œuvre le poisson. Donc j'apprends à faire un petit poisson. Voilà. Au final, vous avez ce petit poisson tressé. Voilà, c'est un petit poisson tressé. Chacun fait son petit poisson et il l'emmène pour remplir le verre éphémère. Voilà. Tu dois faire la journée. Il y en a qui ne pouvaient pas vous couper dessus. Les sternes, les oiseaux, hein. Oui. D'accord. Et D'accord. Sur cette carte-là, c'est ça? D'accord. Ça se passe bien, tu trouves les réponses? regardez sur les étiquettes. Facile ou... Ouais. Ça va. Et t'as le sentiment d'apprendre des choses du coup? Oui, surtout les assistants. Tous les... 5 ils appellent 5 Ouais, parce qu'elles sont à chaque fois il y a des nouvelles informations, des choses que tu as. intéressantes. Quand vous êtes sur une île, C'est bien vous fait? voyez l'autre île. C'est accessible, c'est pas trop 4 compliqué. autres îles, pardon. Et ces îlots-là. Qu'est-ce que on les tu retiens là remonte en jusqu'ici, catalan. par exemple? commence à Quelque faire chose qui t'a marqué là dans ce que tu bateau as à appris? moteur, Le record de forger des rêves. Des remontas? Vous pouvez aller y faire une Ouais. sieste quelques 72 jours. mètres, Et vous pouvez aller de l'île à D'accord. l'autre et profiter. et descendre découvrir. jusqu'à 1000 mètres. Certaines parfois sont fermées avec un pavillon rouge pour dire Quelque chose que je ne savais pas non plus, tu m'apprends quelque chose. Merci, pendant Maman. un mois. Elles ne sont pas menacées comparées au reste du monde où elles sont vraiment très impactées par la pêche. Et donc le but c'est vrai de pas être dans la réaction et peut-être plus dans la prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ce soit trop tard, qu'il y ait déjà un gros impact sur la population pour dire on va faire des choses pour les aider, quoi. Donc voilà, c'est un peu le mot d'ordre général pour la Calédonie, c'est-à-dire que
En gros, les écosystèmes, la biodiversité qu'on a ici, que ce soit les récifs, les poissons, les requins, les baleines, les tortues, c'est plutôt en bonne santé comparé au reste du monde. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, avec tous les gens qui sont ici, avoir des actions qui font de la prévention, qui essayent de protéger avant que ce soit vraiment impacté et qu'on soit essayer de rattraper les choses. Et c'est souvent là que c'est compliqué d'inverser le cours des choses. Un texte sur la nature. Pourquoi? Car notre planète endure des choses incorrectes. Un texte sur la nature, car nous vivons dans un monde où l'environnement est plein de ratures et c'est immonde comme un sinone d'ordures. Et je ne parle pas que de poubelles et de ces bordures, mais aussi de ces hommes où placés dans les capitales, dans le capital est trop capital pour eux, c'est trop vital. Je trouve pas ça très mature, car avides de bronze, d'argent et d'or pur, ils en veulent ça à fond, ils n'en dorment plus, avides de rendement. Assume ou assure, car un trop-plein d'immondices, 9, 8, 7, Siman dénonce tout dans 5, 4, 3, 2, 1. Silence, la planète Saturne. Dans un avenir proche, envisagerons-nous une planète à ceinture ou la planète Saturne? Car sinon, la nouvelle génération n'aura que des cendres de janvier à décembre. Christophe, on vient d'aller faire un tour à l'île aux Canards. Concrètement, quel est le message d'un tel événement ici en Nouvelle-Calédonie? Alors il y en a plusieurs. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vit dans un pays où 98,5% de notre territoire, c'est de l'océan. Or, il n'y avait pas réellement de célébration de cette journée mondiale de l'océan, à part l'aquarium des Lagons qui chaque année faisait un événement. Et donc on s'est dit, nous on travaille dans la conservation, on travaille sur la protection de l'océan. On est vraiment très orienté là-dessus, hein. On n'est pas multithématique comme certaines autres ONG ici sur le territoire. Je pense à WWF qui travaille beaucoup sur les feux, sur la forêt et sur le milieu marin. Mais nous, on est vraiment dédié à ça, donc c'est un peu à nous de le faire. Donc ça, c'est la première raison, c'est célébrer l'océan dans un territoire qui en est constitué à 98,5%. Hein. C'est juste pas rien, quoi. La deuxième raison, le deuxième objet, c'était à cette occasion-là, de mettre en avant tous les acteurs de la protection de l'océan, du développement durable bleu. Donc tous nos partenaires, tous les gens qui font le même boulot que nous, qui le font avec nous ou à côté de nous. Enfin vraiment, c'est mettre en avant tous ces gens-là. Et puis enfin, c'est faire une journée qui permette aux gens de découvrir d'une pièce en fait tous les acteurs de la protection de cet environnement marin. C'est initié par vous, par Pew. C'est aussi l'occasion aussi de faire parler de vous et de mieux vous connaître, j'imagine. Sur cette journée-là, l'objectif est vraiment, si vous voyez la communication qu'on fait, c'est la journée mondiale de l'océan, on affiche tous les partenaires. C'est pas nous mettre en avant nous, c'est vraiment mettre en avant tous les gens qui travaillent sur le territoire à la protection de l'océan. Christophe, pourquoi communiquer autant? Il faut bien se rendre compte que ces récifs-là, il en reste 1,5% sur la planète, c'est-à-dire des récifs en bon état de santé, quasiment intacts, n'ayant quasiment pas ou très peu été impactés directement ou indirectement par les activités humaines. 1,5% des récifs coralliens sur la planète sont dans cet état-là. L'objet de tout ça, c'est faire connaître pour justifier, pour que les gens comprennent pourquoi il faut protéger, et ensuite montrer qu'on n'est pas seul, faire pression sur les autorités qui ont le parc en charge et qui sont capables de prendre les décisions de protection pour leur montrer que oui, il y a un soutien massif de la population. Christophe, on continue. Donc on est allé à la rencontre d'acteurs professionnels de la mer. Et en fait, j'aimerais revenir sur ces aires marines, sur ces réserves marines protégées. Parce qu'eux, ils s'interrogent sur la mise en place de ces réserves. Donc ils sont un peu inquiets. Donc je vous propose de les écouter. Donc on est allé à la rencontre de Christophe Pierron, lui qui est président de la Fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province sud. Donc il a tout d'abord une petite réaction à vous faire passer. Attendez, si ça veut bien. Tchac. Nous sommes les premiers acteurs en tant que pêcheurs du lagon. Nous exerçons depuis des années une pêche plus ou moins responsable parce qu'on ne travaille pas au chalut. On a des méthodes de travail qui nous viennent de nos vieux et jusqu'à présent on n'a jamais eu de manque de poissons, quoi. Donc ce qui veut bien dire que notre pêche elle est artisanale, elle est responsable. Le problème c'est qu'on a mis des réserves en place, on ne nous a jamais consultés. On n'a jamais eu le droit de vote alors qu'on est les premiers acteurs. Donc c'est inadmissible. Encore une fois, on n'a pas tenu compte des gens du pays en fait.
Voilà, tout ça, ça s'est fait par rapport à des problèmes qui se passent dans le monde, mais qui ne concernent pas forcément la Nouvelle-Calédonie. Donc on subit un peu les méthodes employées par les pêcheurs d'autres pays, et voilà, ça vient nous impacter directement, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, il y a de l'amalgame, hein, parce qu'effectivement, là, il parle en fait des réserves du lagon, c'est-à-dire les réserves provinciales. Et les réserves provinciales, effectivement, enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on travaille sur le parc de la mer de Corail, et les réserves qui seront mises en place, si elles sont mises en place, c'est des endroits où les pêcheurs côtiers n'iront jamais, parce que c'est extrêmement éloigné, c'est vraiment aux confins de la zone économique exclusive, avec des conditions, des météos qui sont vraiment pas très bonnes, et il faut des bateaux beaucoup plus gros, et c'est très loin, il faut de l'autonomie, etc. Donc ça ne les impactera pas du tout. Mais par contre, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il fait une critique sur le fait qu'ils n'ont pas été associés aux décisions. Ce n'est pas du tout le cas du parc de la mer de Corail, puisque les pêcheurs sont bien présents dans le comité de gestion, au titre du collège des socio-professionnels, et on a énormément d'échanges, on discute beaucoup, y compris, donc pas seulement les pêcheurs hauturiers d'ailleurs, hein, mais y compris les pêcheurs côtiers. On a interrogé une autre personne, bien implantée aussi dans le milieu. Il s'agit de Florent Piton, qui lui est directeur de Navimont, de l'exploitation de pêche hauturière Navimont, et aussi membre de la Fédération des pêcheurs de Calédonie. Il est clairement contre les réserves marines, car selon les dernières constatations justement de la CPS et de la Commission des pêches du Pacifique, leur type de pêche n'exercerait aucune pression sur la pêche. Donc on l'écoute et on réagit après. Les réserves n'ont un intérêt que s'il y a une menace sur la ressource, et ce n'est en aucun cas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La première, ce sont les constatations qui ont été, les dernières constatations qui ont été faites par la CPS et par la Commission en fait, des pêches du Pacifique Sud, qui constate qu'il n'y a aucune menace sur les espèces qui sont pêchées en Calédonie. Le deuxième constat qui est fait par la CPS, c'est que dans la zone calédonienne, la pression de pêche qui est exercée est une des plus faibles du Pacifique et disons même une des plus faibles du monde. Le deuxième point, c'est qu'ont déjà été limiter l'impact du prélèvement de la pêche sur la zone calédonienne, et ça de plusieurs façons. La première façon, c'est qu'il y a interdiction totale pour des armements étrangers de venir pêcher en Nouvelle-Calédonie. Deuxième point, je dirais que c'est la limitation du nombre de licences sur l'ensemble de la zone. Donc cette histoire de réserve, pour nous, n'a absolument aucun sens. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Florent. On discute beaucoup avec Florent. Oui. Tout ce qu'il dit sur la pêche, entièrement d'accord. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas voir ça uniquement sur le focus de la pêche et du point de vue des pêcheurs. Il parle des licences de pêche étrangères. Qui nous dit, parce que ce n'est pas gravé dans le marbre, que demain, un nouveau gouvernement ne se mettra pas à faire comme nos voisins et à vendre des licences de pêche? Si on n'a pas d'espace protégé et interdit à la pêche à ce moment-là, eh ben, l'avenir des pêcheurs calédoniens, il va être très sombre. Parce que ces gens-là, ils vont piller toutes nos ressources, et s'il n'y a aucun espace qui leur est fermé, ils vont tout vider et il n'y aura plus de boulot pour les pêcheurs calédoniens. Il parle d'espèces pélagiques migratrices. Est venu ici en Nouvelle-Calédonie pour un atelier scientifique un des plus grands aliotes au monde qui s'appelle Daniel Pauly. Et il se trouve que ce Daniel Pauly, il est aussi membre du comité scientifique du comité de gestion du parc, enfin du parc de la mer de Corail. Et Daniel Pauly vous explique que quand on crée des réserves, eh ben même les espèces soi-disant migratrices ou pélagiques peuvent s'y abriter. Parce que c'est assez logique et facile à comprendre. Un poisson qui est persécuté, je ne parle pas de la pêche calédonienne, mais il y a des endroits où la pêche est extrêmement intense. Et donc les poissons sont, on peut le dire, persécutés. Quand ils vont trouver un havre de paix qui est une réserve où la pêche est interdite, eh ben, ils vont vite comprendre que là, ils sont tranquilles et ils vont y rester. Un autre aspect, c'est que dans les espèces migratrices, tous les individus ne migrent pas. C'est comme les humains. Il y a des gens qui adorent voyager et d'autres qui sont très casaniers. Et donc, on a des sous-populations en fait, qui seraient plutôt sédentaires et qui seraient calédoniennes. La réserve, elle bénéficiera aussi à ces sous-populations. Et donc, tout ça, encore une fois, et c'est toujours notre rêve. Et d'ailleurs, en Polynésie, on a avancé davantage là-dessus. Les pêcheurs portent
avec Pew les projets de réserve. Et donc nous, c'est vraiment notre volonté, c'est qu'on puisse porter ça ensemble. Après, je comprends très bien quand Florent dit que leur activité, en fait, il faut tout protéger en autorisant la pêche. Et je voudrais revenir sur un autre point. Ils nous ont toujours dit leur activité, ils ont trouvé un équilibre, elle est responsable, c'est vrai qu'elle est... Enfin, la technique de pêche, l'intensité de la pêche, le prélèvement, tout ça, il n'est pas très important. Et donc, on n'a pas de surpêche en Nouvelle-Calédonie. Et on ne pêche qu'à la longue ligne, il l'a bien expliqué. Mais il nous avait dit, on a trouvé un équilibre et il ne faut pas augmenter la flottille. Et puis là, paf, on a 3 nouveaux bateaux. Et donc ça, effectivement, toutes les recommandations internationales disent, on en a déjà parlé, il ne faut plus augmenter l'effort de pêche. On peut chercher à mieux valoriser la pêche, mais ne pas augmenter l'effort. Or là, ils ont augmenté l'effort. Donc voilà. Je reviens là-dessus, on a 3 nouveaux bateaux, mais sachant que les anciens vont être démantelés, voire revendus. On verra quand les anciens auront été retirés de la flotte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Okay. On a 3 bateaux supplémentaires. Et donc, je voudrais finir là-dessus, sur cette histoire de pêche et de réserve. C'est vraiment un intérêt commun. Il faut qu'on arrive à le porter ensemble. Et en plus, autre chose de très important, quand Florent dit par exemple, c'est un hameçon sur l'ensemble du Grand Nouméa, ok, sauf que la répartition, elle n'est pas homogène, elle n'est pas distribuée sur l'ensemble du parc. En fait, ils pêchent dans une zone qui est comprise entre les Loyautés, la Grande Terre, le Lagon Nord, et on va jusqu'à Chesterfield et Bellona. C'est la partie centrale du parc. Tout le nord, nord-est, ils y vont quasiment jamais. Tout le sud, sud-est, encore moins. Ils ne descendent pas là-dedans. Donc on a tout à fait la possibilité de créer une grande réserve qui en plus va protéger des sites intéressants en termes de biodiversité, écosystème, fonctionnalité, etc. C'est-à-dire la fosse de subduction, les monts sous-marins, les îles hautes dans le sud-est du parc, sans impacter l'aire de pêche. Sans impacter l'aire de pêche. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. On a de la place dans ce parc qui est gigantesque pour faire des grandes réserves sans impacter l'activité, l'aire de pêche, ni l'activité de pêche. Christophe, on arrive quasiment à la fin de notre interview. Du coup, concrètement, comment vous imaginez ou comment est-ce que vous allez gérer ces réserves XXL et l'espoir de voir ces 30% arriver un jour, quoi, dans l'espoir? Alors effectivement, ça c'est un autre problème, hein, c'est créer des réserves, c'est bien, mais si ça reste des réserves de papier, c'est-à-dire qu'on a dessiné sur une carte et qui ne sont pas surveillées, suivies, contrôlées, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Ça en a quand même en partie parce qu'en général c'est respecté. Mais effectivement, il faut pouvoir aller plus loin, il faut entrer dans la gestion, dans la phase opérationnelle de la réserve ou des réserves. Et donc là, ça consiste effectivement à une surveillance, un contrôle, un suivi, un plan de gestion avec des objectifs, des porteurs, des dates à respecter, des financements, etc. Et là, tout le problème, c'est le financement, effectivement, parce que les outils existent aujourd'hui. Hein, on a la technologie pour surveiller de très grands espaces. Parce que justement, pour éviter que les histoires de Blue Boat ne se reproduisent. Voilà. Vous avez bien vu que les Blue Boats, ils ont bien été attrapés, les Blue Boats, c'est qu'on est surveillés. Et donc ça, aujourd'hui, c'est la marine française qui s'en occupe. Elle n'a pas forcément vocation à surveiller les aires marines protégées, donc il faudra à un moment que le parc se dote de sa propre structure de surveillance, de contrôle et de suivi des espaces qui sont mis en réserve. Christophe, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi Antoine. En espérant que ça ait pu vous éclaircir quant aux intentions de l'ONG Pew, et surtout continuons à plus ou moins grande échelle nos efforts pour participer à la conservation de notre biodiversité marine. Nous on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt.